On termine notre voyage dans la galaxie du salaire minimum avec Miguel Ouellette, qui est l'économiste en chef de Mise à jour, accessoirement directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal. Avant d'accueillir Miguel, j'aimerais juste dire un petit mot, un petit quelque chose. L'Institut économique de Montréal, on le sait, c'est un... J'utilise le mot think tank, mais peu importe, et le terme ici n'est pas péjoratif, mais qui est, je dirais, peut-être dans le paysage un peu plus de droite. On l'a vu en début d'émission, on se promenait un peu dans le paysage de gauche. Je trouve que c'est important de recevoir régulièrement Miguel Ouellette. C'est hyper important pour une émission comme Mise à jour, dans la mesure où on veut perpétuer, voire assurer d'une manière presque militante la notion de dialogue et de compréhension mutuelle. Et c'est nécessaire pour moi, cette ouverture-là, et je pense qu'elle est salutaire à l'ensemble de nos auditeurs et probablement même à la société. C'est donc avec plaisir qu'on accueille Miguel Ouellette. Miguel, bonjour. Oui, bonjour Julien. Merci pour l'introduction en passant, puis je suis complètement d'accord avec toi. Parfait. Bonne année en retard d'ailleurs. Et Miguel, merci juste pour commencer, là, on en a parlé pendant à peu près 20 minutes. Vos premières impressions, vos premières réactions par rapport à ce qui a été dit par rapport à cette hausse de 15 $, le rôle du salaire minimum? Oui, effectivement. En fait, tout d'abord, je dois avouer que je suis très d'accord avec le député de Québec solidaire, puis le chercheur à l'IRIS, que c'est pas normal qu'au Québec, on ait des gens qui vivent dans la pauvreté, puis c'est pas souhaitable non plus. Maintenant, où ce que je suis un peu moins d'accord, c'est dans les moyens pour y arriver. Je peux vous donner quelques statistiques, quelques chiffres pour donner un portrait global de la situation au Québec. En fait, il y a, sur tous les employés au Québec, il y a seulement 6 % de ces employés-là qui sont au salaire minimum. Okay. Donc, de ces employés-là, après, il y en a 59 % qui sont entre 15 et 24 ans. Donc, c'est surtout des étudiants. Puis de ce 59 %-là, il y en a 61 % qui sont à temps partiel. Donc, on voit que ce n'est pas l'image toujours d'adultes ou de familles monoparentales qui sont au salaire minimum. Il y a beaucoup d'étudiants. Puis ça, je pense qu'il faut le noter. Puis peut-être la deuxième chose que j'ajouterais par rapport à la discussion que vous avez eue avant, si je vous donne l'exemple d'une famille monoparentale, donc d'un parent qui vit seul, qui travaille à 35 heures par semaine pendant 52 semaines à 13 et 10 $. Ça fait un salaire annuel brut d'environ 23 000 $. Okay? Mais une fois qu'on déduit les impôts puis qu'on remet les cotisations, le salaire net monte à 34 000 $, ce qui équivaut environ à 19 $ net de l'heure. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte aussi. C'est pas seulement le salaire brut qu'il faut regarder. Et quels sont les critères qui devraient déterminer le niveau du salaire minimum? En fait, tout d'abord, je pense qu'il faut se rendre compte que si on augmente trop rapidement le salaire minimum, les emplois pourraient se faire remplacer par l'automatisation. Ça, on l'a vu dans le passé à plusieurs reprises, notamment en 2018, quand on a annoncé une hausse du salaire minimum, l'Oblaz, ça représentait pour eux environ 190 millions de $ de plus de coûts. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis en place des caisses libre-service. Donc, il y a eu une diminution des heures de travail, diminution des emplois. Je pense qu'il faut prendre ça en compte. Puis comme disait M. Bérubé avant moi, je pense qu'il faut se rendre compte que le salaire minimum, ce n'est pas le seul moyen pour sortir les gens dans la pauvreté. Il y a aussi la redistribution, il y a aussi des mesures ciblées. Puis moi, le point que je veux apporter, qui est le plus fondamental, c'est qu'il faut miser davantage sur l'éducation, miser davantage sur la formation, parce qu'un commis-vendeur chez, par exemple, Couche-Tard, par rapport à un plombier, le plombier est plus spécialisé, il y a moins de gens qui peuvent faire ce travail-là, bien évidemment, il va être rémunéré davantage. Donc, c'est la spécialisation du travail, il faut prendre ça en compte. Et mettons, outre le salaire, parce qu'on l'entend souvent, il y a le salaire d'un côté, après, il y a les mesures fiscales, le bouclier de solidarité, etc. Ça serait quoi les meilleurs moyens, là, vous parlez d'éducation, mais ça serait quoi les moyens idéaux pour parvenir à un revenu digne, viable pour tous? Parce qu'encore une fois, ça n'a pas de sens qu'il y ait des gens qui travaillent à temps plein, qu'il n'y ait pas un revenu viable, qui a de l'allure. Oui. Je pense qu'il y a trois façons qui sont, selon moi, assez primordiales. La première, comme j'ai dit, c'est de miser sur l'éducation et la formation. La deuxième, je pense qu'il y aurait aussi les mesures qui sont plus ciblées, donc des aides directes aux gens qui sont dans le besoin. On en fait quand même beaucoup au Québec avec notre bon filet social, c'est une bonne chose, mais je pense qu'on pourrait en faire davantage, surtout pour les gens qui sont incapables d'aller sur le marché du travail.
Ça, il faut en faire plus, évidemment. Puis, un autre point, c'est de diminuer le fardeau fiscal et réglementaire des PME pour leur permettre d'avoir le moyen d'augmenter le salaire de leurs employés. Puis, je vous donne un exemple à plus grande échelle. Là. Quand, aux États-Unis, on a diminué les impôts de Walmart et de Home Depot, par exemple, bien, tout de suite, s'en est suivi des primes aux employés, puis ils ont augmenté aussi les salaires. Donc ça, c'est sûr, c'est un exemple à grande échelle, mais là, je parle pour les PME. Je pense que c'est un moyen aussi qui peut leur permettre d'avoir plus d'oxygène, puis d'en donner davantage aux employés. Là. Et en quelques secondes, parce que tout ça demande évidemment, puis j'en parlais un petit peu avec M. Bérubé, ça prend de l'argent du gouvernement pour faire des mesures ciblées. En même temps, on dit tout le temps qu'on est trop imposé, trop taxé. Comment on fait pour balancer les deux? Puis là, vraiment en 30 secondes. Là. Oui, bien, en 30 secondes, en fait, je pense que c'est nos priorités qu'il faut regarder. Donc, si on veut avoir des priorités, c'est d'aider les gens qui sont dans le besoin, bien, il faut se donner le moyen de faire, puis de contrôler les dépenses pour le reste aussi. Miguel Ouellette, encore une fois, un immense plaisir. On se parle bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.